Élémentaire, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue sur cette nouvelle émission, mais surtout, je voulais vous souhaiter, pour démarrer cette année 2025, une très belle année 2025, sous le signe de l'air, sous le signe du bien respirer, sous le signe de la curiosité et de toujours vouloir en savoir plus pour avoir les éléments, pas se les surcharger, mais aller à l'essentiel pour bien prendre en compte cette qualité de l'air pour laquelle c'est très important de s'y attacher, puisque, je le rappelle, on respire 12 000 litres d'air par jour, et surtout, on va avoir un besoin de nécessité c'est un réflexe de respirer. C'est notre premier aliment, l'air. Avant que l'on boive ou que l'on mange, c'est celui dont on a besoin impérativement. Et cet air, quelquefois, il peut nous faire défaut. Et dans les actualités, bien malheureusement, à l'heure actuelle, on vient de voir passer ces catastrophes sur Los Angeles avec ces méga feux, ces grands feux qui sont assez dramatiques au niveau de la qualité de l'air, de manière assez évidente, puisque on va avoir des émissions. Tout ce qui brûle produit des polluants, et tous ces polluants se retrouvent dans l'air. Et là, ça va être sur même des centaines de kilomètres, avec des impacts. Et surtout, on a des dizaines de morts par les feux, les gens qui ont été asphyxiés ou plus dramatiquement pris dans les flammes. Mais on va avoir aussi, dans les années qui viennent, des tas de pathologies qui sont associées à ces charges particulières qui sont assez importantes. Moi, je me souviens d'un niveau qu'on avait quand j'étais chez les pompiers, à savoir que dans les feux de forêt, sur une semaine, on peut inhaler jusqu'à 10 000 cigarettes en termes particuliers, ce qui est très impactant. Vous l'imaginez bien. Donc une pensée pour eux, et prenons tout en mesure pour éviter ces grosses contraintes, bien que la nature est plus forte que nous. Ne l'oublions jamais. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Pour ces prises en compte notamment, et pour cette première émission de l'année, un événement important, à savoir la première note de réflexion du cercle de réflexion sur la qualité de l'air, avec des membres fondateurs de ce CRQA, que j'aurai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau. C'est une première, et pour le CRQA, je reçois Fabien Schinazzi, qui en fait partie en tant que membre fondateur. Bonjour Fabien, bonne année. Bonjour, bonne année également. Et également Christian Fellman, membre fondateur également. Bonne année, mon cher Christian. Bonjour et bonne année également. Et bon air à tous les deux, on peut vous souhaiter Absolument. ça. Ah oui, le meilleur possible. Le meilleur possible. Et on va œuvrer pour. Alors, justement, une petite avancée, parce que nos auditrices et auditeurs vont se dire, mais le CRQA, c'est quoi? Alors, ce CRQA, c'est quoi? Fabien, peut-être. Oui, c'est une idée qui nous est venue de réunir différents experts d'horizons très différents, des médecins, des ingénieurs, des scientifiques, des scientifiques et des chercheurs qui interviennent sur la qualité de l'air au quotidien dans leur métier. Et l'idée, c'était de les réunir pour réfléchir ensemble sur ces sujets de la qualité de l'air de manière globale, car parler de qualité d'air intérieur et qualité d'air extérieur, c'est parler de la qualité de l'air en général. Voilà, et là, on prend la qualité de l'air en général. Tout à fait. L'actualité dont on vient de parler, c'est une qualité de l'air extérieur qui a un gros impact sur l'intérieur. Et d'ailleurs, Fabien, pour revenir, parce que sur le CRQA, vous portez notamment un schéma qui est très, très sympathique à regarder, qui s'appelle les aires concentriques. Et notre premier air, dans ces aires concentriques, c'est lequel? C'est l'air qu'on a dans nos poumons. Et c'est le plus important, c'est celui qui va nous permettre de respirer, comme on l'a dit tout à l'heure, mais également qui peut être chargé de polluants. Et donc c'est cet air qu'il faut protéger complètement. Et donc cet air présent que nous respirons quotidiennement, qui est présent dans nos voies respiratoires, eh bien d'où vient-il? Eh bien il vient de l'air intérieur, de nos environnements, de nos bâtiments, mais il vient aussi de l'extérieur. Donc il y a un échange qui se fait en permanence entre l'air extérieur, éloigné ou de proximité, puis l'air intérieur éloigné de proximité, et puis l'air que l'on respire directement. Et donc on a montré qu'il y a finalement des interactions entre ces différents airs et que nous devions finalement les protéger de la même manière pour protéger l'air que nous respirons quotidiennement.
Voilà, pour aller in fine vers les vivants que nous sommes et pour avoir la meilleure qualité de l'air possible. L'air intérieur, en fait, c'est l'air qui est dans nos poumons. On a souvent l'habitude de parler de qualité d'air intérieur, mais en fait, et en parlant de l'intérieur des espaces clos, mais en fait, l'air intérieur, c'est ce qui, au final, c'est ce qui arrive dans nos voies respiratoires, dans nos poumons, qui va nous permettre donc de respirer, d'apporter l'oxygène nécessaire. Et donc, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est d'avoir un air le moins chargé en polluants. Et c'est pas facile. Oui. Parce qu'il y a tellement d'impératifs et tellement de paramètres. Et d'ailleurs, on va le voir. Alors, Christian, je me tourne vers toi. Cette première note, elle a un caractère quand même, c'est la première fois que le CRQA l'émet. Cette création du CRQA, elle date de moins d'1 an, hein, c'est quelque chose qui est assez récent, que je sais, et avec aussi, je dirais, des travaux qui ont déjà été effectués et qui sont extrêmement riches au moment où ça se déroule. Donc cette note, de quoi parle-t-elle dans les grandes lignes, la première approche de cette note? Cette note, elle reprend l'ensemble des connaissances à la fois techniques, environnementales, je dirais, et puis médicales aussi, comme l'a signalé Fabien il y a quelques instants. Et donc, ça permet d'avoir une vue globale, une première approche, mais une vue globale, très synthétique de la problématique de la qualité de l'air. Alors, intérieur, mais avant qu'elle soit à l'intérieur des poumons, elle est quand même à l'intérieur des locaux. Et je crois qu'il faut le préciser quand même. Mais donc, c'est quelque chose de très large, de très complet, avec une démarche qui a été adoptée par le CRQA, qui est d'avoir à la fois des éléments techniques mais très simplifiés, et puis une partie annexe qui va permettre d'aller plus loin aux lecteurs qui le souhaitent. D'accord. Et ces lecteurs, justement, les notes du CRQA s'adressent à qui ? Alors, les notes du CRQA, on voit qu'il y a 2 niveaux dans la lecture, à l'intérieur. C'est vrai qu'elles peuvent s'adresser, à mon avis, je sais pas si c'est une question qu'on s'est posée, ça, mais elles s'adressent aux utilisateurs. Au plus grand nombre, donc. Au plus grand nombre, hein, aux utilisateurs. Elle s'adresse aussi aux concepteurs, aux concepteurs d'installation, aux fabricants de systèmes, etc. Donc c'est vraiment un document qui a pour vocation d'une part de toucher l'ensemble, d'évoquer l'ensemble de la problématique et de toucher le plus grand nombre d'acteurs impliqués et d'utilisateurs. D'accord. Et donc ces notes de réflexion ne sont pas en fait ou des conseils ou ne sont pas des impératifs d'indiquer, je dirais, impérativement de dire il y a ça à faire, c'est plutôt une grande ouverture sur les sujets, et ces sujets sont relativement vastes, même très vastes, et c'est de se dire, quand on va considérer, de ce que j'en vois, de ce qu'on va considérer un point sur la qualité de l'air, et de se dire, il a tout un tas d'éléments, tout un tas de paramètres qu'il faut pas oublier de prendre en compte, ou qui sont intéressants, sur lesquels de prendre en compte maintenant, parce qu'on ouvre le spectre de notre réflexion, qui vont permettre donc c'est en fait un caractère d'enrichissement et de voies relativement vaste de prise en compte. Absolument. Donc ça va nous amener à avoir pas mal de points dans les temps à venir finalement, puisque je pense que le CRQA va œuvrer. Je crois que cette beaucoup. Première note, sera suivie de nombreuses autres pour pouvoir développer les points qui ont été simplement abordés et présentés, comme je l'ai dit il y a quelques instants dans cette première note. Alors dans ces points abordés, mon cher Fabien, je reviens vers toi. Puisque notamment la note, elle est au travers, dans sa démarche, c'est donner un cadre général à l'air intérieur, c'est l'air qui est directement inhalé par les occupants des environnements intérieurs, et surtout comprendre l'impact de l'air pollué sur l'état de santé. Puisque par le biais d'indicateurs, en connaître les moyens pour l'améliorer, notamment tout ça au travers des objectifs du CRQA. Je rappelle les objectifs: travaux exclusifs de réflexion d'intérêt général sur des sujets liés à la qualité de l'air extérieur et intérieur, avec des objectifs de progrès pour les concitoyens. On retrouve le caractère général ici, et en bienveillance envers eux. Donc là, il y a ce que je vois, aucun parti pris de la part du CRQA. C'est vraiment l'usager de l'air intérieur de ses poumons, pour lequel il faut être bienveillant et il faut faire attention. Au regard de cette note, Fabien, donc une première partie qui parle des bâtiments, des environnements intérieurs, mais le côté santé. Qu'est-ce que
Tu peux nous dire sur la santé votre regard de première partie de la note. Voilà, donc cette note, elle a une vue très générale. Elle touche à tous les sujets sur la qualité de l'air intérieur, et donc avec différents chapitres pour avoir une vue d'ensemble sur la qualité de l'air intérieur, puisqu'on a démarré par effectivement la qualité de l'air intérieur. Il nous semblait c'était important, puisque, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'air qui arrive directement dans nos voies respiratoires. Et donc l'aspect médical, eh bien, c'était de comprendre le cheminement de l'air lorsqu'il est inhalé. Et on parlait tout à l'heure, donc cet air qui peut être plus ou moins chargé de polluants, de l'air intérieur, de proximité, dans un premier temps. Et donc ce cheminement, c'est de dire, mais que se passe-t-il quand l'air arrive dans nos poumons? Et donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, nous nous défendons contre... Est-ce qu'il y a des mécanismes de défense contre ces différents polluants? Oui, bien sûr, il y a des mécanismes de défense qu'on a décrits sommairement, évidemment, ça sera beaucoup plus détaillé plus tard, mais il y a des mécanismes de défense. On se défend par des effets mécaniques, par des effets cellulaires, immunologiques, qui nous défendent contre ces agresseurs qui nous viennent de l'extérieur de notre organisme. Et donc ces mécanismes de défense, eh bien, on va s'apercevoir qu'ils peuvent être dépassés. Et quand ils sont dépassés, parce que peut-être il y a une trop grande charge de polluants qui arrive, ou parce que nos mécanismes sont en défaillance, soit parce que ils ne sont pas encore matures, comme chez les jeunes enfants, ou qui sont en déficience, comme chez les personnes âgées, ou des personnes qui ont des pathologies chroniques respiratoires. Ces mécanismes de défense donc sont dépassés, débordés, et dans ces cas-là apparaissent des pathologies chroniques qu'on a décrites également, qui touchent comme l'asthme, la bronchopathie, la bronchopneumopathie obstructive, toutes ces maladies respiratoires chroniques comme la mucoviscidose, etc., qui sont des pathologies où il va y avoir donc une agression permanente de ces polluants extérieurs, mais dans ces polluants, il peut y avoir aussi des virus, il peut y avoir des allergènes qui vont apporter leur lot de pathologies plus spécifiques, des pathologies allergiques, des pathologies infectieuses, et également donc ces particules fines dont nous parlons également, qui sont à l'origine aussi de pathologies chroniques qui vont s'installer progressivement. Et donc toutes ces maladies liées au niveau respiratoire peuvent aussi se compliquer d'autres pathologies qui sont plus générales. Si on prend l'exemple des particules fines, eh bien elles vont pénétrer, les plus fines vont pénétrer dans le sang et vont aller se fixer dans d'autres organes et entraîner des pathologies de type inflammatoire qui vont être donc de manière maladie cardiovasculaire, maladie neurologique, etc. Donc on montre bien qu'au point de départ, cette respiration qui paraît au départ banale, apporter de l'oxygène pour qu'on puisse respirer, eh bien, on peut avoir en même temps différents types de polluants qui vont pénétrer et qui vont entraîner ces pathologies. D'où l'importance, et c'est pour montrer l'importance d'agir sur cette pollution qui fait des dégâts au niveau à la fois respiratoire, mais au niveau plus général de notre organisme. Et pollution qu'on retrouve à l'heure actuelle, nous sommes en hiver, on n'oublie pas, il fait froid, il y a une stagnation de courant, de courant d'air. On va avoir également des particules qui sont émises par les industries ou par le chauffage, et ces particules, on va les retrouver plus particulièrement au niveau du sol, avec un impact très fort pour ceux qui ont ces difficultés. Et oui, et ce qu'on dit, c'est que la cible est la même. On arrive au niveau de la muqueuse respiratoire, et tout arrive au même endroit. Les allergènes, les virus, les polluants atmosphériques, et tout ceci va créer une synergie d'action. Donc ces pathologies aussi sont, en fait, toutes ces agresseurs extérieurs arrivent au même endroit, au niveau des poumons, et provoquent ensemble ces pathologies avec une synergie, avec une aggravation. Donc nous parlons actuellement, on est en pleine épidémie de grippe, par exemple. Eh bien, déjà le virus grippal peut entraîner des pathologies, voire la mort, voire le décès, par le virus. Mais ces pathologies peuvent être aggravées par la pollution atmosphérique et notamment par les particules. Et donc il y a cette synergie entre les différents facteurs extérieurs qui nous agressent et donc qui entraînent des pathologies de plus en plus graves. Alors justement,
il y a ces agressions qu'on va retrouver. Il y a un autre point que j'ai relevé dans votre première note. C'est évidemment notre activité induit directement aussi le volume d'air que l'on va respirer. Dans le cas où l'on dort, je reprends la note, 4,7 litres d'air par personne dans le cas de l'activité de sommeil, à chaque fois de besoin. Une marche rapide, on est à 12 fois plus, on est quasiment à 60 litres. On imagine ce qu'on a besoin d'aller chercher quand on fait un effort beaucoup plus soutenu. Quelqu'un qui va faire de la course aux 100 mètres ou aux 800 mètres notamment, qui est beaucoup plus... où il est vraiment nécessaire d'avoir beaucoup d'air sur ce plan-là, on va se retrouver avec un volume d'agression supplémentaire. Et la fréquence respiratoire augmente, donc on fait rentrer évidemment un volume d'air plus important. Les enfants respirent aussi 2 fois plus que les adultes, donc ils font pénétrer un volume d'air plus important. Et si ce volume contient ces différents polluants dont je viens de parler, eh bien effectivement on augmente l'agression. Alors justement sur toutes ces éclairages qu'on va dire, enfin ces prises en compte par le CRQA, il est le terme de budget espace-temps qui est propre à chacun d'entre nous. Et un petit éclairage dessus, Fabien. Et oui, parce que nous ne sommes pas égaux vis-à-vis de cette pollution dont nous parlons, car tout dépend du temps que l'on passe dans les différents types d'environnements intérieurs et la pollution qu'on trouve dans les environnements intérieurs. Et donc chacun d'entre nous... Ou qui peut y évoluer, voilà. Parce que nous y sommes. Exactement. Et donc chacun d'entre nous, nous avons ce qu'on appelle notre propre budget espace-temps activité, en fonction des activités que nous faisons, des lieux que nous fréquentons, du temps qu'on y passe dans ces différents lieux, eh bien notre exposition à la pollution n'est pas la même. Et donc nous avons chacun notre bilan quotidien de pollution. Et ce qui veut dire que certaines personnes qui sont exposées beaucoup plus à cette pollution parce qu'ils ont fréquenté des environnements plus pollués, qui sont plus proches des sources de pollution, ils vont effectivement inhaler beaucoup plus de polluants et donc ils vont avoir un bilan pollution qui sera plus élevé que d'autres et donc les risques sont de plus en plus grands par rapport à cette inhalation de polluants. D'où la nécessité de bien le prendre en compte au regard de, des activités de travail. Dans l'industrie, il y a quand même beaucoup de choses qui sont prises en compte, beaucoup de points qui sont pris en compte et que les RSE font l'effort de suivre et réglementairement, ils en ont aussi l'obligation. Mais chez nous, on a moins ce réflexe. Et la note donc précise, comme on vient de le dire, l'aspect un peu médical des choses, comme vient de l'exprimer rapidement, exprime un petit peu ce qui se passe donc réellement au niveau de notre organisme. Et donc ensuite la note poursuit et se dit comment on peut mesurer cette qualité d'air intérieur par différents indicateurs et ensuite comment l'améliorer. Et il y a un point très important quand on a parlé des environnements intérieurs, c'est la ventilation. La ventilation des espaces, je crois qu'on a beaucoup insisté sur l'aspect ventilation dans cette note et qui va être largement développé par la suite. Et on va en parler justement avec Christian parce que ça fait partie aussi de la progression dans la note de comment caractériser cet air intérieur parce que on ne saura bien traiter que quelque chose qu'on a bien identifié. Donc on a 2 points, plutôt un point majeur, c'est les indicateurs de la qualité de l'air. Il y a le choix à faire et les niveaux. On sait très bien que les niveaux reconnus en France sont pas les mêmes que le niveau de l'OMS, notamment. Mais surtout, vous vous êtes attaché au CRQA à des indicateurs qui doivent être mesurables, ça doit être accessible et facile à comprendre, mais à 2 niveaux. On a celui qui est pour les usagers, on a celui plutôt réalisé par les professionnels. Et on a vraiment un delta important sur certains polluants entre ce qu'on peut faire facilement et peut-être un professionnel. Alors ça dépend évidemment des polluants, mais il y a déjà deux polluants de base qui sont la teneur en eau de l'air, l'humidité relative, ça c'est relativement facile à mesurer, et puis la concentration en CO2 qui est d'ailleurs un indicateur de la présence humaine. Il peut y avoir d'autres sources de CO2. Et puis, il y a d'autres du vivant, parce qu'un animal émet aussi des CO2. Il ne faut pas oublier un chien de bonne taille chez soi, il aura une consommation comme un humain. CO2. Donc ça, c'est les plus évidents. Sans entrer dans les détails, il y a les COV, il peut y avoir le radon dans certaines habitations et dans certaines régions. Il y a
différentes sortes de polluants. Ce qui est important, c'est une tendance nouvelle d'ailleurs, c'est qu'on devient de plus en plus conscient, et j'espère que le CRQA participera à cette prise de conscience, à la qualité de l'air intérieur. Alors on mesurait classiquement la température. On avait un thermomètre dans sa maison, dans sa salle de séjour, dans sa chambre. On a maintenant des appareils de grand public qui permettent de mesurer l'humidité relative aussi. C'est un facteur important. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis il y a des appareils qui mesurent la concentration en CO2 et qui sont des appareils grand public. Alors les appareils grand public, ils ont des contraintes de coût, donc ils ont aussi des contraintes de performance, mais ce sont quand même des bons indicateurs. Et puis il y a c'est une première approche intéressante. C'est une première approche intéressante et qui permet à tout un chacun de voir si d'avoir une information minimale sur la qualité de son air intérieur dans son habitat principalement. Mais habitat dans lequel on passe 67% de notre temps. Absolument. Alors, il y a l'habitat et puis il y a aussi d'autres lieux qu'on occupe une grande partie de la journée. Pour ceux qui travaillent, ce sont les bureaux, ce sont les transports. Pardon ? Ou les transports. Les transports également. Ceux qui circulent beaucoup. Alors, dans les transports, c'est encore une autre problématique qu'il faudra probablement traiter aussi au CRQA. Déjà, il y a deux grandes familles, c'est l'habitat et les bâtiments qu'on dit tertiaires, c'est-à-dire dans celles où il y a une activité professionnelle. Bon, dans l'habitat, j'ai indiqué qu'il y avait des appareils qui permettent d'avoir température, humidité relative et concentration en CO2, qui sont déjà des bons indicateurs de savoir s'il faut accélérer la ventilation, ouvrir les fenêtres, etc. Et puis, dans le tertiaire, et de plus en plus, on peut avoir recours à des appareils plus sophistiqués, donc plus précis, et j'ai même vu dans certaines publications c'est que les informations étaient centralisées, étaient informatisées et étaient disponibles par une application aux différentes personnes principalement les employés de ces établissements. Donc tout un chacun maintenant dans le milieu professionnel, alors chez eux dans l'habitat, mais aussi dans le milieu professionnel, peut accéder très facilement aux paramètres principaux cette qualité de l'air. Bon, il y a d'autres paramètres qui sont à prendre en compte, d'autres composants qui sont plus compliqués, qui demandent des matériels de plus grande précision et qui là sont réservés à un usage professionnel. On parlait justement de cet air que l'on vient faire pénétrer dans notre logement pour le renouveler, pour abaisser l'humidité, après qu'il faut maîtriser en fonction de la température et des conditions météorologiques. Alors dans le cas où il fait chaud dehors et chaud dehors ou froid dehors, le confort d'été comme le confort d'hiver, c'est extrêmement important. On a le TRA, Christian, le taux de renouvellement de l'air. Une petite précision sur le taux de renouvellement de l'air, notamment, où on voit que les mesures de débit qui ont des valeurs réglementaires, finalement, il y a des variables d'un état à l'autre qui permettent pas forcément aujourd'hui d'en affirmer la pertinence. Oui. Dans ce cadre-là, comment on peut le présenter ? Le taux de renouvellement d'air, c'est en fait un débit de renouvellement d'air en soi, ça n'a pas une information suffisante, je dirais les choses comme ça. En fait, il faut rapprocher ce débit de ventilation, ce débit d'apport d'air neuf, comme on dit, c'est-à-dire l'air extérieur, alors supposant qu'il soit neuf d'ailleurs, par rapport au volume du local. Et ça va être le rapport de ce débit sur le volume du local qui va permettre de définir l'intensité de la ventilation, si je puis dire les choses comme ça. Très bien. On a également, par rapport à ça, le brassage de l'air. Qu'est-ce que le brassage de l'air ? Alors, le brassage de l'air, c'est des différences qui sont un peu subtiles. C'est à l'intérieur d'un local, il peut y avoir une mise en mouvement de l'air sans qu'il y ait un apport d'air neuf. Et c'est cette notion de brassage intérieur qui est caractérisée par cette appellation. On reviendra sur une petite notion, on le dit tout de suite, qui est l'âge de l'air. On en parlera après, mais je vais revenir avec Fabien, notamment sur les familles de sources de pollution et de leur maîtrise. 3 sources extérieures,
bâtiment et l'humain lui-même. Oui, en fait, dans cette deuxième partie de la note, on a parlé des différentes sources d'émissions de polluants à l'intérieur et tout ce qui vient, comme on vient de le dire, de l'extérieur. De l'extérieur, ça peut être aussi le sous-sol, comme le radon par exemple qu'on évoquait, mais également la pollution extérieure. Et puis le bâti en lui-même est aussi une source de pollution, même si on a fait des progrès sur les émissions des matériaux ou des produits de décoration. Et puis il y a les activités humaines à l'intérieur, c'est probablement la source la plus importante aujourd'hui, parce qu'en fonction de nos comportements, de nos activités, des travaux que l'on peut faire à l'intérieur, on crée des sources de pollution, ou en désodorisant par exemple également, on crée des sources de pollution. Alors voilà, donc toutes ces sources émettent un grand nombre de polluants. En fait, on ne mesure pas tout, évidemment, on ne connaît pas tous les polluants qu'on a à l'intérieur. Il y en a des centaines de polluants qu'on peut retrouver de différentes familles, de différents groupes. Et donc c'est pour cette raison qu'on a choisi des indicateurs, comme on le dit. Mais l'intérêt dans la présentation des indicateurs, donc ils représentent une famille de polluants. Comme on ne peut pas mesurer tous les polluants, on a un indicateur, comme on fait d'ailleurs pour l'eau également. On a un indicateur d'une famille de polluants qui représente, c'est le représentant de la famille. Voilà. Et donc c'est cet indicateur qui va nous donner la tendance et les niveaux de la pollution de cette famille de polluants. Alors, c'est intéressant aussi dans la note, c'est qu'on a séparé, comme on en a dit tout à l'heure, ce qui était facilement mesurable par l'occupant. On a évoqué un capteur de CO2, la température, l'hygrométrie. On peut mesurer aussi avec un détecteur des composés organiques volatiles. Ou le radon soi-même, on peut poser un capteur et mesurer, enfin avoir la mesure du radon. Ça, c'est des indicateurs donc qui sont faciles d'accès. Et puis on a défini d'autres types d'indicateurs. Facile d'accès en usage tout autant qu'en coût. Voilà. Et on c'est a important. l'information. L'accès, il est multi-paramètres. Et c'est l'information ces indicateurs apportent une information à l'occupant pour pouvoir justement avoir une information sur l'état de la qualité de l'air. Et puis il y a des indicateurs d'usage professionnel. Là, on fait appel à des professionnels parce que ce sont des matériels, comme on l'a dit, un peu sophistiqués, qui permettent de nous donner des informations complémentaires sur la qualité de l'air, sur différentes familles de polluants qu'on ne peut pas mesurer à l'usage de l'occupant, où il faut des mesures professionnelles, etc. Donc c'est intéressant de montrer qu'il y avait des sources d'émissions de polluants à l'intérieur, qu'on pouvait faire un état de la qualité de l'air intérieur par ces différents indicateurs, et en différenciant donc les indicateurs faciles à mesurer, d'accès facile, et ceux qui doivent passer par des professionnels. Ce qui va nous aider ensuite, cette caractérisation des sources. On caractérise les polluants, on caractérise les sources, donc le traitement. Et ce traitement, on évalue l'impact des sources, on maintenir les équipements en bon état. Ça paraît assez basique, mais c'est absolument pas anodin, surtout dans le cas de la qualité de l'air. Utiliser des matériaux de construction, produits de décoration faiblement émissifs, adapter les besoins de ventilation à l'occupation. Ça aussi, ça va être un sujet qu'on va retrouver sûrement dans vos notes plus tard, mais c'est vraiment important. On a des usages à l'heure actuelle dans les bâtiments. On se dit, on habite à tant de personnes, ça peut être moins. Il y a des cas de suroccupation de logements, malheureusement dans certains endroits où c'est même plus de la suroccupation, c'est 15 personnes dans un logement prévu pour 4. Ça, c'est des choses qui se retrouvent. Donc là, c'est une multiplication encore des coûts, des charges et des problématiques pour les personnes elles-mêmes. Donc là, c'est important. Et puis, limiter, voire abandonner les activités très émissives, ça, on s'en doute. Alors ça, ce sont toutes les sources, effectivement, de pollution où l'occupant peut agir parfois lui-même. Et c'est important qu'il le sache, en fait. C'est ça ce qu'on a voulu dire dans cette note. C'est d'abord connaître les sources de pollution pour l'occupant, pour pouvoir agir directement sur ces sources de pollution et éviter d'émettre beaucoup de polluants dans l'air intérieur. Donc ça, il y a une grande partie des sources, l'occupant peut agir directement sur ces sources et les réduire. Après, bien sûr, il y a tout ce qui concerne le bâti ou l'air extérieur, comme on a vu, où c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, déjà, sur une grande partie des sources, l'occupant a la main
pour réduire ces sources de pollution. C'est ce qu'on a voulu dire dans cette partie d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Quand on connaît l'état de la qualité par les différents indicateurs qu'on a évoqués, eh bien, on peut agir soi-même pour réduire ces sources de pollution. Et donc, agir pour réduire ces sources de pollution, on retrouve, je rebondis vers Christian, la notion justement de cette pour les polluants, pour les évacuer, il faut à un moment donné que ça circule, et cette circulation et cette tâche de l'air dans l'environnement intérieur. Petite notion de l'âge de l'air, mon cher Christian, parce que je crois que ça va faire l'objet d'une future note, et là il y a beaucoup à dire. Absolument, et effectivement cette notion d'âge de l'air est une sorte de curiosité, et c'est un concept qui a été développé qui est pas très ancien, qui a une vingtaine ou une trentaine d'années. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'air ne circule pas, sauf dans des cas bien particuliers, avec des systèmes bien particuliers, d'une façon globale dans un local. Non, au contraire, il va emprunter différents cheminements. Et le plus facile, bien souvent. Et le plus facile, bien souvent. Alors ça dépend de la géométrie générale du local, ça dépend du point d'insufflation de l'air neuf, comme on dit, de son point d'extraction. Je reprendrai l'idée souvent qu'on a avec certains types de ventilation, une entrée d'air dans la fenêtre, dans le cadre de la fenêtre, et puis une évacuation par la porte pour respecter le principe de circulation générale de l'air. Et imaginons un endroit, une chambre à coucher par exemple, dans lequel on a cette organisation de l'entrée d'air et de la sortie. Et puis il y a c'est une chambre à coucher, il y a le lit, et la tête de lit se trouve complètement en dehors de la circulation principale, parce que l'air n'étant pas très courageux, je dirais, va aller vers le plus simple. Donc il va aller de l'entrée d'air située en fenêtre vers la chambre, et il ignorera, où il mettra beaucoup plus de temps à aller circuler dans la zone d'émission de CO2 et de vapeur d'eau quand on dort, en tête de lit. Ça, c'est un exemple, et ça donne cette notion de l'âge de l'air. Alors, c'est une notion qui est pas encore très bien connue, qui demande à être mieux explicitée, et il y a des travaux qui ont été faits, et il y a des systèmes de ventilation qui se prêtent mieux que d'autres à diminuer ou à homogénéiser l'âge de l'air dans l'ensemble du local traité. Parce qu'on peut très bien imaginer que, en prenant une base, l'air qui circule depuis l'entrée pour aller de l'autre côté dans cette chambre, on est à un niveau de renouvellement de 1, alors qu'on va avoir un niveau qui va être bien inférieur, parce qu'on va se retrouver ce qu'on appelle des zones mortes au sein même. Et c'est pas parce qu'on a de l'air qui circule très bien en permanence à un endroit sur une zone limitée que sur le côté où ça ne le fait pas, on peut se retrouver avec un taux de renouvellement qui est 10-20 fois inférieur, mine de rien, et au global, la moyenne sera jamais bonne. Et surtout, absolument. On renouvelle pas l'endroit où on en a besoin pour respirer, pour renouveler. Ça, c'est assez important. On reviendra dessus parce que, mine de rien, ça ouvre complètement d'autres perspectives. Et on arrive bientôt aussi à la fin de l'émission pour en parler des heures et des heures, bien entendu. Un petit mot sur la filtration, les unités mobiles d'épuration d'air également. Ça, ce sont des éléments complémentaires à un bon renouvellement de l'air. Oui, en fait, on a décliné un petit peu tous les moyens dont on pouvait disposer pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc, on a vu la réduction des sources d'émissions de polluants, la ventilation, qui est importante également pour la circulation de l'air et pour évacuer ces différents polluants. Ça joue un rôle important. On a dit un mot de l'aération, mais qui est individu dépendant en matière d'aération. Et puis on a parlé d'autres systèmes de filtration, des unités mobiles d'épuration d'air qui apportent donc chacun de ces moyens apporte également des éléments pour améliorer la qualité de l'air. Donc on a un peu balayé, si je puis dire, tous les moyens d'action pour améliorer la qualité de l'air. Et donc cette note très générale donne cette vision la plus large possible de ce qui se passe pour ce qu'il faut savoir sur la qualité de l'air intérieur. Et évidemment, chaque point sera ensuite développé dans des notes plus techniques pour aller encore plus loin,
pour mieux faire comprendre, eh bien, tout ce qu'on a dit dans cette note en quelques mots, aller beaucoup plus loin par des annexes techniques pour mieux connaître la qualité de l'air. Et l'objectif, c'est mieux vivre avec l'air intérieur. Donc, c'est mieux connaître l'air intérieur pour mieux agir sur et améliorer la qualité de notre air intérieur. Alors, justement, en conclusion, mon cher Fabien, mon cher Christian, ces notes, elles sont, on a dit que c'était à la lecture du plus grand nombre, mais elles sont à leur disposition de quelle manière? Est-ce qu'elles sont à la disposition très facilement de tout le monde? Et est-ce qu'elles sont faites pour que tout le monde puisse les avoir? Il y a déjà le site internet du CRQA, le crqa.org. Donc le site internet donne déjà de la documentation technique, parce que cette note s'accompagne également de ressources. Et de ressources scientifiques, d'expérimentation. Avoir des éléments complémentaires en termes de ressources. Et donc, on essaye de faire savoir, grâce à cette émission, grâce aux réseaux sociaux, que le CRQA existe. C'est un groupe d'experts qui travaillent ensemble de manière consensuelle. Tout ce qui est écrit est consensuel, c'est-à-dire on est tous d'accord quand on écrit quelque chose. Ça me paraît très important de le dire. Et donc, nous travaillons ensemble avec des réunions très régulières pour travailler, pour avoir fait cette note, et on va poursuivre les travaux avec des notes plus spécifiques sur tel ou tel point qui a été développé dans la note générale. Et que je crois déjà savoir qu'ils vont être nombreuses à venir. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, et la temporalité n'est pas un élément, je dirais, la vitesse et l'agitation n'est pas un élément de réflexion. Oui. Ça sortira au fur et à mesure de la bonne élaboration. Bien sûr, mais en fait, l'idée de ce travail, c'est de faire prendre conscience de la qualité de l'air. C'est pas de donner des recommandations impératives, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment faire prendre conscience pour mieux vivre avec son air intérieur, et donc faire comprendre à tout le monde, finalement, c'est tout le monde est concerné. Et donc, c'est pour ça qu'on veut que cette note soit vulgarisée, qu'elle puisse fédérer tous les publics, à la fois pour ceux qui sont moins avertis et qui vont avoir des notions très générales sur une question ou une autre, mais aussi pour tous les spécialistes, leur donner des éléments actualisés sur les techniques concernant la qualité de l'air. Et peut-être leur donner des voies de réflexion aussi pour que eux œuvrent dans leur coin. On n'est pas là pour être dans son coin. Bien sûr. C'est évident. Voilà. Donc c'est faire prendre conscience de la qualité de l'air. Je crois que c'est vraiment le thème du CRQA. Eh bien, merci beaucoup aux membres du CRQA d'être venus nous expliciter, nous détailler cette première note de réflexion qu'on retrouve sur votre site internet www.crqa.org. Vous trouvez leurs actualités aussi sur LinkedIn, le CRQA, Cercle de réflexion sur la qualité de l'air. Fabien Schinazzi, merci encore de toutes ces précisions et de tous ces éclairages. Christian Fellman également, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Au plaisir de se retrouver. On aura encore dans les années qui viennent beaucoup de choses à dire et à suivre, et surtout la conclusion qu'a fait Fabien, on est là pour respirer mieux et faire ce qu'il faut pour bien le prendre en conscience. Chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt pour une nouvelle émission d'Élémentaire, et prenez soin de vous. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Imo et sur toutes les plateformes.